Bonjour à tous. Merci à la FEF pour cette invitation. Je vais vous parler aujourd'hui des facteurs de risque et du diagnostic non invasif de stéatopathie métabolique. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je voudrais commencer par quelques définitions. On va parler de la stéatopathie métabolique, c'est-à-dire l'ensemble des maladies du foie gras non alcooliques. C'est ce qu'on appelle non-alcoolic fatty liver disease ou NAFLD. La stéatose, c'est la première étape de cette maladie, c'est l'accumulation de triglycérides dans les hépatocytes. Et l'ANASH, ou stéatohépatite non-alcoolique stéatohépatitis, est définie par la présence en histologie d'une stéatose avec une ballonisation hépatocytaire et une inflammation lobulaire. L'alcool, je ne vous en parlerai pas plus que ça aujourd'hui, mais je pense que c'est important d'en dire quelques mots. Juste vous dire qu'il y a une scission entre la définition des maladies métaboliques et des maladies alcooliques, alors qu'il s'agit tout de stéatose. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de patients qui ont cette maladie-là, qui boivent une consommation même modérée d'alcool, et que ça aura un impact potentiel sur la progression de cette maladie. Mais je n'en reparlerai pas. Alors la stéatopathie métabolique, c'est une maladie fréquente. C'est la première cause de perturbation du bilan hépatique dans le monde. C'est une maladie dont la prévalence a doublé ces 20 dernières années. Il y a grosso modo dans les pays occidentaux 20% de stéatopathie métabolique et 5% de NASH, soit un quart. Et selon qu'on regarde tel ou tel type de population ou de telle ou telle manière, eh bien les prévalences peuvent varier, comme vous le voyez noté ici. Ce qui est certain, c'est que c'est une maladie dont la prévalence va augmenter à l'avenir, puisque l'épidémie de surpoids et d'obésité ne cesse d'être plus importante, comme vous le voyez sur l'image de droite. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les facteurs de risque. Il y a les facteurs de risque classiques et puis il y a les outsiders. Les facteurs de risque classiques, c'est les facteurs de risque métaboliques. Donc, insulinorésistance, le surpoids, le caractère androïde du surpoids, la dyslipidémie, l'hypertension artérielle. Je ne peux pas vous faire cette présentation sans vous présenter la définition du syndrome métabolique. Vous en avez une des définitions, il y en a d'autres. Mais notez bien que s'intègrent dans cette définition le tour de taille, les triglycérides, le HDL-cholestérol, la tension artérielle et la glycémie. Alors, quand on s'intéresse à une cohorte de patients porteurs de stéatopathie métabolique et qu'on les regarde en fonction de leur BMI, on s'aperçoit de plusieurs choses. C'est la partie de droite de cette diapositive. C'est que tout d'abord, il y a des gens qui ont une stéatopathie métabolique et qui ne sont pas gros. Et ces gens-là, quand on regarde leurs caractéristiques, ils ont volontiers une dyslipidémie ou une hypertension artérielle. Et puis à mesure que les gens sont plus gros, eh bien, la prévalence de ces facteurs se fait plus importante. C'est ce que vous voyez sur la partie de gauche. À droite, vous avez la prévalence de l'existence de un ou plus paramètres du syndrome métabolique dans la même population. Et vous voyez qu'une grande majorité des patients ont au moins un paramètre et que la prévalence du syndrome métabolique est à peu près de 30% dans ces populations. Et puis si on s'intéresse au type de maladie du foie, c'est-à-dire au fait qu'on ait une stéatose simple ou une NASH ou une fibrose, on se rend compte que tout d'abord, la prévalence de l'hypertension artérielle en rouge et de l'obésité en vert est très importante, peut-être même plus importante à mesure que la maladie est plus grave. Et puis que la prévalence du diabète, elle, est d'à peu près 30%, mais si on s'intéresse finement aux caractéristiques en termes d'insulinorésistance de ces populations par rapport à une population de contrôle, on voit qu'il y a quand même de grosses différences. Et l'insulinorésistance, c'est plus de 95% de la population de personnes qui ont une stéatopathie métabolique. Alors dans la vraie vie, il n'y a pas que des gens en surpoids et des obèses, il y a aussi des patients qui sont très obèses, qui sont référés aux consultations. Et dans ces populations-là, la prévalence de la maladie est même plus importante, c'est 91% de stéatopathie métabolique, 40% de NASH et 2% de cirrhose. Le sexe masculin est associé à la NASH et à la fibrose, le diabète et l'hypertension associés à l'existence d'une NASH. Et puis l'autre chose qui est vraiment très, très, très concrète en consultation, c'est que les gens ont le poids qui varie. On sait que l'évolution de l'IMC est prédictive d'évolution de la NASH ou d'évolution de la fibrose, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Voilà, vous avez vu les paramètres métaboliques de la stéatopathie métabolique. Maintenant, je vais vous présenter quelques autres facteurs de risque qui sont étroitement liés les uns aux autres, mais qui ont été décrits dernièrement et qui sont, je trouve, assez intéressants. Alors, je ne vous parlerai pas de l'âge ou du sexe masculin, mais d'autres paramètres, vous allez voir.
Tout d'abord, la pauvreté. La stéatopathie métabolique, c'est une maladie qui touche le monde entier, et plus encore les pays occidentaux. Cependant, c'est une maladie qu'on trouve dans les pays les plus pauvres, et vous avez ici l'exemple du Pakistan. C'est un exemple parmi d'autres, mais où on voit que la prévalence du surpoids est d'autant plus importante qu'on est en ville par rapport à si on est à la campagne, et que cette prévalence est d'autant plus importante qu'on fait partie d'un niveau social plus élevé par rapport à d'autres classes sociales. Eh bien, dans nos pays occidentalisés, c'est tout à fait l'inverse. Alors, est-ce que c'est lié à l'alimentation? C'est tout à fait possible. Il y a cette étude là que vous voyez à gauche qui a montré les habitudes alimentaires des Américains, des États-Unis, et où l'on voit qu'avec les années qui passent, la consommation de sucre est plus importante et que parmi celles-ci, la consommation de fructose, que l'on sait délétère, a vu sa part devenir plus importante. Par ailleurs, le nombre de calories moyennes par jour a augmenté ces dernières années au profit des sucres et au profit des graisses. Et si on s'intéresse sur le plan qualitatif à ce que mangent les patients qui ont une stéatopathie métabolique par rapport aux gens qui n'en ont pas, on se rend compte qu'il y a de grosses différences en termes d'apport en acides gras saturés, insaturés, apport protidique, apport en sucre. Et si on s'intéresse sur le plan quantitatif à ce que les patients mangent, eh bien on se rend compte que plus la charge en hydrates de carbone est importante, plus le risque de stéatopathie métabolique, mais également de NASH, est important. C'est ce que vous voyez sur la partie droite de la diapositive. Les personnes qui mangent beaucoup ou qui mangent mal sont souvent sédentaires, et vous avez illustré ici sur la partie gauche de la diapositive comment le temps passé assis est associé à un risque plus important de stéatopathie métabolique, de même qu'un exercice physique minime par rapport à une inactivité totale ou un exercice physique actif par rapport à un exercice physique minime. Et c'est confirmé dans l'étude de droite, qui souligne le fait que, par ailleurs, le fait d'avoir un sommeil court est également associé à ce risque. Et vous avez cette étude qui est très intéressante, qui montre que quand on compare les gens qui ont une stéatopathie métabolique aux gens qui n'en ont pas, eh bien, il y a des différences pour ce qui est du délai d'endormissement, pour ce qui est de la durée du sommeil, et également pour ce qui est de la qualité du sommeil. Par ailleurs, ce sont des gens qui vont manger plus volontiers plus tard que les gens qui n'ont pas de stéatopathie métabolique. Toujours dans le sommeil, le fait d'avoir une apnée du sommeil est associé à un risque plus important de stéatopathie métabolique, de NASH et de fibrose, comme montré dans cette méta-analyse. Alors, je ne vais pas vous parler du microbiote parce que je pense que ça prendrait trop de temps, mais tout au moins vous dire qu'il y a beaucoup de données au sujet du microbiote dans cette maladie, et que les patients en surpoids et obèses, de même que les patients métaboliques, ont des modifications du microbiote qui vont influer sur le tissu adipeux et sur le foie, et donc provoquer la maladie et son aggravation, enfin participer à tout ça. Enfin, la génétique. La génétique a été supposée en lien avec cette maladie du fait de certaines formes familiales de stéatopathie, de NASH et de cirrhose. Chez ces populations, la prévalence du diabète et de l'obésité était très importante. Et il y a grosso modo 2/3 des patients qui ont une stéatopathie métabolique qui ont une histoire familiale de diabète. Il y a également quelques données ethniques qui montrent que la maladie est plus fréquente dans les populations hispaniques ou indiennes d'Asie que chez les caucasiens et également plus fréquent que chez les afro-américains, avec moins de NASH également chez les afro-américains. Et peut-être que ça s'explique par le fait que les hispaniques ont un BMI plus important ou les afro-américains moins de graisse abdominale. Mais ce qui est certain, c'est que la génétique, ça joue. Et il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, qui ont identifié des gènes et des polymorphismes de gènes associés à l'apparition d'une stéatopathie métabolique et associés à sa progression, et notamment le PNPLA3, dont vous avez pas mal entendu parler, je pense. Donc, si on fait le même schéma pour la stéatopathie métabolique, eh bien, on voit que pour l'apparition de la stéatose comme pour la progression de la maladie, ces facteurs interviennent, que ce soit les facteurs métaboliques ou les facteurs, on va dire, non métaboliques, mais reliés. Alors, pourquoi c'est important d'être capable d'identifier ces facteurs de progression? Parce que c'est l'apparition d'une fibrose qui va impacter le pronostic de ces patients. Comme cela a été montré dans cette étude et une autre, celle d'Extet. Donc vous voyez que dès lors qu'une fibrose est là, le pronostic est impacté chez ces patients. Donc c'est important d'être capable d'identifier quels sont les patients qui ont une fibrose
Et donc, quels sont les patients qui ont une NASH? Et vous voyez ici schématiser l'histoire naturelle de la stéatopathie métabolique. Ce schéma est faux, hein, mais il y a des idées quand même qui sont justes. Le fait qu'il y a des patients qui ont des formes bénignes et qui restent bénignes, et le fait qu'il y a des patients qui ont une maladie qui va glisser vers la fibrose, la cirrhose et les complications en passant par la NASH. Donc c'est important d'être capable d'identifier les malades, et malheureusement, aujourd'hui, la méthode de référence pour dire où on en est en termes de stéatose, NASH, fibrose et cirrhose, c'est la biopsie. Je ne vais pas vous parler de pourquoi la biopsie, c'est pas bien. On pourrait demander à cette patiente, qui est une patiente à moi, qui a gardé un bon souvenir de son passage dans le service. Je passe. Mais voilà, la nécessité quand même d'avoir des outils pour le diagnostic non invasif de stéatopathie métabolique. Alors je vais commencer par la stéatose. Pourquoi c'est important dans la stéatose? Parce que la stéatose, c'est la première étape de cette maladie, le first step. Parce que, quelle que soit la maladie chronique du foie, la stéatose est un facteur de progression de la maladie. Parce qu'elle reflète, si elle est plus importante, par exemple, le poids du syndrome métabolique. Et puis, il y a certains cas particuliers, comme dans le cadre de la transplantation, de la dysfonction du greffon ou après résection hépatique, où la stéatose est associée à la mortalité des patients. Donc, c'est important. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on a un examen de référence qui est l'échographie, toujours. On a un challenger qui est l'IRM et on a des outsiders, et notamment le CAP. Le standard, c'est toujours l'échographie dont je ne vais pas vous préciser le fonctionnement. Beaucoup d'entre vous en font. Mais notez que pour le diagnostic d'une stéatose modérée à sévère, c'est un très bon outil, avec notamment une très bonne valeur prédictive négative. Et c'est un outil qui s'applique très bien au dépistage. Alors le challenger, c'est l'IRM. Avec une IRM standard, si on voit une chute en T1 du signal entre la phase et l'opposition de phase, eh bien c'est qu'il y a possiblement une stéatose au niveau du foie. C'est un bon outil pour quantifier, c'est un bon outil pour l'évolution, c'est pas irradiant, mais c'est coûteux et pas vraiment disponible facilement, notamment dans cette indication-là. Donc il faut savoir que ça existe, il faut savoir que ça marche, et même qu'il y a certains types d'IRM un petit peu plus perfectionnés, comme le PDFF ou la spectro-IRM, qui permettent même de quantifier plus précisément encore la quantité de stéatose. C'est ce que vous voyez en bas de cette diapositive. Les outsiders, le scanner, mais on va passer vite, puisque le scanner, même si ça peut quantifier, c'est pas très très bon. Et puis c'est irradiant, il y a l'iode, bref, c'est pas une bonne solution. Le CAP. Alors le CAP, vous en avez peut-être entendu parler, c'est une mesure qui se fait en même temps qu'une mesure d'élastométrie en fibroscan. Et c'est une mesure dont le but est de mesurer la stéatose. C'est corrélé à la stéatose, c'est corrélé aux paramètres du syndrome métabolique, à certains. Ça détecterait la stéatose même minime. Inconvénient, on ne sait pas encore très précisément quel seuil utiliser pour son interprétation. Et puis ce serait moins bien que l'IRM PDF, par exemple, que vous avez vu tout à l'heure. Et puis il y a des scores biologiques, stéatotest, FLI, il y en a beaucoup d'autres. En pratique, on les utilise peu en pratique courante pour dépister ou diagnostiquer une stéatose. Donc pour la stéatose, l'échographie, pas de scoop. Pour la NASH, alors pour la NASH, on a parlé tout à l'heure de pourquoi c'est un enjeu important. Pour la NASH, il y a un problème, c'est qu'on manque vraiment d'outils. Déjà vous dire que les transaminases, ça n'a pas d'intérêt. Même si on dit que la NASH c'est une stéatohépatite, eh bien il y a des NASH à transaminase normale, il y a des pas de NASH à transaminase élevée. Bref, c'est un mauvais outil, de même que les gamma-GT, les phosphatases. Comment on diagnostique une NASH? La référence, c'est toujours la biopsie, je ne vous en reparlerai pas. Il y a un outil dont on peut se servir, c'est l'existence d'un syndrome métabolique, et puis les promesses de l'acétylkératine 18, qui est un marqueur d'apoptose hépatocytaire. Alors le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est un facteur de risque, mais on peut aussi s'en servir comme outil diagnostique, puisque dès lors qu'on a un syndrome métabolique, le risque d'avoir une NASH, légère à sévère, il est très important. La valeur prédictive positive en cas de syndrome métabolique complet, c'est 94%. Et le risque relatif de NASH, il est à peu près de 3 lorsqu'il y a un syndrome métabolique complet. Donc voilà, le syndrome métabolique, c'est la NASH, et c'est vraiment quelque chose qui est très utile et rapide à savoir avec le malade en consultation. Cytokératine 18, il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup de publications, une performance qui est bonne, que ce soit seule ou associée dans le cadre de scores. D'ailleurs, il y a pas mal de scores qui ont essayé de diagnostiquer la NASH. Aujourd'hui, on ne les utilise pas vraiment en pratique courante, même si certains d'eux sont très performants. Le gros morceau, c'est la fibrose. Alors, diagnostic non invasif de fibrose, on a parlé tout à l'heure de pourquoi c'est important. Maintenant, comment on fait? Avant de savoir comment on fait, il faut savoir ce qu'on va regarder. La fibrose dans la stéatopathie métabolique,
c'est quelque chose qui se fait en plusieurs étapes, 0, 1, 2, 3, 4. 0, il n'y en a pas, 4, c'est la cirrhose. La fibrose septale ou sévère, c'est le F3. Et le fait est qu'on aimerait bien évaluer de manière très précise si les malades sont à un stade plus qu'un autre. Le problème, c'est qu'avec les outils non invasifs, ça commence vraiment à décoller qu'au niveau du F3. Voilà, donc en fait, l'objectif qu'on va se fixer et que moi je vais vous présenter là dans ce topo, c'est le diagnostic de la fibrose que l'on dit avancée, c'est-à-dire F3, F4. Et ça tombe bien puisque c'est elle qui est associée à un pronostic moins bon chez ces patients. Alors, les ALAT, pas d'intérêt. Je passe. Le diagnostic non invasif de fibrose, je vais vous le présenter en 3 parties. Tout d'abord, les méthodes très simples. On va appeler ça le do-it-yourself. Les méthodes simples, donc c'est des scores biologiques disponibles sur Internet et gratuits, et puis les autres méthodes. Alors, je vais commencer par le do-it-yourself. Des petits moyens simples pour s'orienter rapidement en consultation avec un patient qui est suspect d'avoir une stéatopathie métabolique. Donc, ce sont juste des petits messages, mais je trouve qu'ils sont intéressants. Ces petits messages ne suffisent pas en soi à poser un diagnostic de certitude, mais ils permettent d'orienter. À savoir que s'il n'y a pas de diabète, pas d'obésité et un âge en dessous de 45 ans, il n'y a pas de risque d'avoir du F3, F4. Donc déjà, ça en consultation, c'est quand même vachement utile. Ensuite, le ratio azat-alat. Si vous avez des ALAT au-dessus des AZAT, vous pouvez dire de manière quasiment sûre qu'il n'y a pas de fibrose avancée non plus. Enfin, comme pour la NASH, l'existence d'un syndrome métabolique est associée à la présence d'une fibrose. Alors, c'est plus volontiers une fibrose 1, 2, 3 ou 4. C'est pas très discriminant. Et le fait de ne pas avoir de syndrome métabolique est associé à une chance de 85% de ne pas avoir de fibrose avancée. Donc ça, c'est tout simple, c'est en consultation, c'est tout de suite, et ça permet d'orienter. Mais ça ne suffit pas. Pour avancer, il y a 2 scores qui sont performants et qui sont gratuits. C'est le NAFLD score et le FIB4. Alors, comment ça fonctionne? C'est des scores, donc c'est issu de formules mathématiques. Là, je vous montre comment on les fait avec un site internet. Pour le NAFLD score, c'est âge, BMI, diabète, transaminase, plaquettes et albumine. Pour le FIB4, c'est les transaminases, l'âge et les plaquettes. Donc tout ça dans une formule mathématique, on a une valeur, et ensuite cette valeur, on l'interprète. Alors comment est-ce qu'ils marchent ces 2 scores? Eh bien, ils marchent pareil, à savoir qu'ils sont tous les deux un résultat donc, quantitatif. L'interprétation, elle se fait de la même manière. Il y a 2 seuils, c'est pratique. Un pour poser le diagnostic de fibrose sévère, même si la performance n'est pas non plus parfaite, mais surtout un qui est plus intéressant, qui est pour exclure une fibrose avancée. Vous voyez que pour les 2 scores, la valeur prédictive négative est très bonne avec le seuil du bas. Vous voyez que la performance globale de ces 2 scores est bonne, avec des ORAC qui sont élevés. Ce sont 2 scores qui ont été fabriqués pour le diagnostic de fibrose avancée, et par ailleurs, ce sont 2 scores qui sont meilleurs que le simple fait de faire les transaminases, enfin le ratio azat-alat, et puis ce sont 2 scores qui sont liés au pronostic des patients. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux que ces scores? Oui, on peut faire mieux que ces scores. Qu'est-ce qu'on a comme méthode? La biologie et l'élastométrie. Les méthodes biologiques tout d'abord. Il y a 2 scores dont je vais vous parler, fibrotest et fibromètre. Ces 2 scores ont en commun d'avoir une bonne performance diagnostique, vous voyez les ORAC présentés. Ils ont en commun de pouvoir exclure une fibrose sévère en dessous d'un certain seuil avec une bonne performance. Ils ont en commun d'être liés au pronostic. Et vous verrez, je crois, demain une présentation de Jérôme Boursier à ce sujet-là, sur le fibromètre et sur le fibroscan. Et je dirais qu'ils ont des inconvénients, ils sont payants. Et puis l'autre inconvénient, c'est que le fibromètre, il n'a pas été conçu pour la fibrose avancée, mais plutôt pour le F2. D'ailleurs, il est plus performant pour le F2. Et le fibrotest, lui, n'est que aussi performant que le FIB4. Quant au fibromètre, il n'est que aussi performant que le NAFLD score pour le diagnostic de fibrose sévère. L'élastographie maintenant, le fibroscan. Donc avec la sonde M, la sonde qui s'applique a priori en première intention à tous les patients, avec la sonde M, on a une performance diagnostique qui est bonne. On a une capacité à exclure la fibrose sévère qui est bonne, en dessous du seuil là, que je vous présente. On a à peu près 16% de patients qui ne sont pas bien classés. Et je dirais que son intérêt, c'est qu'il est plus performant que le NAFLD score et le FIB4. Et puis, il est lié au pronostic, c'est ce que vous verrez demain.
Inconvénient, c'est le taux d'échec, et il y a à peu près un patient sur 2 qui est rattrapé si vous avez à disposition la sonde XL qui, elle-même, a une performance diagnostique qui est bonne dans cette indication. Ensuite, il y a les méthodes échographiques qui utilisent des ondes acoustiques pour la mesure, c'est l'ARFI et le SSI. Alors, ces 2 méthodes n'ont pas été beaucoup publiées dans cette indication, il n'y a pas beaucoup de données. La performance diagnostique serait bonne, mais c'est vraiment à valider. Et l'impression générale qu'on a, c'est que les limites de l'ARFI, c'est les seuils, puisqu'ils sont assez proches pour l'interprétation. Et pour le SSI, il y a des données récentes qui montrent que ce serait plus performant que l'ARFI. Voilà, donc ça c'est les méthodes élastographiques. Et puis il y a un challenger, je vais vous en parler très brièvement parce qu'il ne s'applique pas vraiment aujourd'hui au quotidien, c'est l'élasto-IRM. L'élasto-IRM, vous voyez en bas comment ça fonctionne, c'est un peu le même principe que pour les autres méthodes que vous avez vues. Ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est que la performance diagnostique est bonne, quel que soit le stade voulu. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ça a été comparé au FibroScan, à l'ARFI et aux méthodes là, que vous voyez présentées ici. Et c'est une méthode qui serait supérieure à beaucoup de ces techniques. Mais pour l'instant, ce n'est pas utilisé en routine. Est-ce que ces outils ont un intérêt pronostic? Oui, je vous en disais un mot tout à l'heure. À gauche, vous voyez comment le NAFLD score et le FIB4 sont prédictifs. Julien, si tu peux accélérer un petit peu. Ok, j'ai presque fini. Donc à gauche, vous voyez comment c'est prédictif de survie et d'événements hépatiques. À droite, comment c'est prédictif d'événements cardiovasculaires. Je vais terminer en vous disant que c'est toujours bien d'avoir des algorithmes, qu'aujourd'hui, il y en a pas mal qui sont présentés. Moi, je vais vous présenter un algorithme simple. Vous voulez du diagnostic et du pronostic chez vos patients. Vous commencez en consultation, vous faites les examens simples dont je vous ai parlé, et puis un des scores Internet, simple. Vous avez une réponse tout de suite. Vous voulez compléter, notamment si vous n'êtes pas sûr de votre résultat ou vous voulez en zone grise, vous faites une méthode biologique ou une méthode élastométrique. Et puis, si vous êtes toujours dans l'incertitude, une biopsie, tout ça vous aide à préciser votre traitement, préciser la manière de surveiller vos patients. Et puis, je voudrais terminer en disant qu'il y a des perspectives, je vais pas m'étendre dessus, mais que surtout, l'élément important, c'est d'être capable un jour, grâce aux méthodes non invasives, d'identifier les patients qui vont avoir besoin d'être dépistés pour le carcinome hépatocellulaire. Je vous remercie.